13 novembre, 22 mars, la France et la Belgique viennent de vivre tour à tour les attentats les plus meurtriers de leur histoire. Et maintenant, que fait-on? C'est la question que pose dans un livre l'intellectuel Nabil Enasri. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes spécialiste français du Moyen-Orient. Selon vous, pour commencer, Nabil Enasri, qu'est-ce qu'ont changé ces attaques au fond? Ils ont changé de perspective auprès des opinions, c'est-à-dire qu'on a des opinions aujourd'hui prises en état de sidération, notamment évidemment en France et en Belgique, mais plus au-delà, au niveau européen et même au niveau mondial. On a vu la Tunisie, la Turquie touchées. Donc il y a une vraie mobilisation de l'ensemble des forces vives de plusieurs pays pour lutter contre un phénomène qui est aujourd'hui transnational, global, qui a plusieurs sources qu'on peut expliquer de différentes manières. Et je pense qu'il y a autant des facteurs politiques, historiques, qu'il faut mettre en évidence, mais également des facteurs sociologiques et religieux. Donc tout ça m'a permis effectivement d'écrire cet ouvrage afin de donner des pistes d'action très concrètes. Justement, vous allez nous donner des pistes de réflexion et vos pistes d'action. Ce matin, 2 têtes de porc ont été découvertes accrochées aux grilles de la résidence de l'ambassadeur du Maroc à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Le piège, selon vous, il se trouve là, dans ces attaques et dans ces crispations? Tout à fait. La volonté des terroristes, c'est de semer un petit peu la haine, voire beaucoup même, dans les sociétés européennes, de les crisper, de sorte à sectariser un petit peu les différents segments des sociétés européennes, de sorte à faire de la communauté musulmane un petit peu une communauté dominée, opprimée, et qui se jetterait dans les mains de Daesh par dépit et désespoir. Donc c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire, donc essayer de reculer les morceaux et donc de converger vers le vivre ensemble. Et effectivement, ces actions-là, islamophobes à répétition, les déclarations malencontreuses, voire même scandaleuses, on les a vues récemment avec la ministre Rossignol, ne vont pas dans le bon sens du tout. Il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu, d'aller vers davantage d'apaisement, parce qu'on est en face d'une perspective soit vers davantage de sectarisation et de crispation avec des perspectives très noires, soit évidemment vers le fait d'avoir des sociétés beaucoup plus apaisées, et c'est ce qu'on souhaite. Vous évoquez Laurence Rossignol, ministre française de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. Elle a très précisément dit au sujet du port du voile, en parlant des femmes voilées, que pour elle, c'était comme les nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Ça, c'est un propos qui aussi, selon vous, participe de ces tensions? C'est complètement indécent. C'est indécent. C'est-à-dire qu'on, d'une part, vis-à-vis du peuple noir et de ses souffrances par rapport à ce qui s'est passé lors de l'esclavage, mais également vis-à-vis des femmes voilées, qu'on réduit à des esclaves, qu'on nie aux femmes voilées le fait de pouvoir s'exprimer librement. On est dans une espèce d'insulte, de stigmatisation à outrance. Les femmes voilées font l'objet d'un acharnement qu'il faut quand même arrêter parce qu'elles font partie de la société française et ça n'est absolument pas le bon sens, en tout cas les bons termes, surtout au niveau du gouvernement, vers ceux qui dirigent l'État et la nation. C'est un très très mauvais signal et on espère qu'elle sera très rapidement rappelée à l'ordre par les plus hautes autorités de l'État. Alors les propos de la ministre française en question interviennent au moment où la question ressurgit. Beaucoup pointent du doigt le salafisme. Vous qui étudiez précisément l'islam de France, ce lien vous paraît-il pertinent? Y a-t-il une corrélation entre une montée du salafisme, réel ou supposé, et le passage à la violence radicale? Très honnêtement, je ne crois pas. Et je ne suis pas le seul. Quand on demande aux spécialistes vraiment, je crois même qu'une partie du salafisme littéral, et c'est même pas que je crois, c'est qu'il est en guerre idéologique contre ce qu'on appelle le salafisme djihadiste. C'est-à-dire que même en France, sur Internet, auprès des prédicateurs, même dans le monde musulman, ce sont 2 tendances. Alors, peut-être qui ont une même vision, on va dire, moralisatrice, très rigoriste d'une lecture de l'islam, par exemple sur la femme, mais au niveau politique, au niveau de la projection dans les États, on a un salafiste quiétiste d'abord d'un côté, donc apolitique totalement, le salafiste littéral, et un salafiste guerrier, outrancier, qui est le salafiste djihadiste. Donc on n'a absolument pas des vases communicants entre les deux. Il faut faire très attention, je pense, à ça. Évidemment, ce n'est pas une lecture de l'islam que nous, on promeut. Et puis on n'a pas attendu les attentats, effectivement, pour s'y confronter. Mais il ne faut pas faire ce genre d'amalgame douteux. Alors venons-en donc aux propos de votre livre. Vous apportez des pistes de réflexion. C'est très concret, il y a une feuille de route pour que la société française puisse justement relever ensemble ce défi du pluralisme. Que préconisez-vous ? Alors, plusieurs choses. D'abord, peut-être se rappeler quels sont les fondamentaux de ce terrorisme, de cet extrémisme violent. Il faut quand même rappeler l'importance, ou plutôt la réalité des politiques étrangères occidentales qui, depuis 15 ans, ont quand même semé un certain chaos dans le Moyen-Orient. Donc, il faudrait déradicaliser ces politiques étrangères d'une part. Et puis, s'agissant de la France, essayer de questionner les autorités de l'État dans leur réponse aux actes terroristes. On l'a vu après le 13 novembre. C'était un petit peu après la même chose qu'après les États-Unis, après le 11 septembre. Patriot Act, on a eu ici les questionnements autour de la déchéance de nationalité et l'état d'urgence, des assignations en résidence qui ont visé les musulmans en particulier. Ça, c'était vraiment ce qu'il ne fallait pas faire, parce qu'on a pointé du doigt la communauté musulmane, alors qu'elle était doublement victime. Victime en tant que Français,
parce que comme l'ensemble du corps de la nation, on a été visé, et puis victime en tant que musulmane, puisqu'on disait que finalement, attention, vous avez l'air d'être de connivence avec les semeurs de haine. Donc, faire très très attention aux conséquences, de sorte à préserver une unité nationale qui me semble absolument déterminante pour notre avenir. Et dans le même temps, vous appelez aussi les Français de confession musulmane à entamer un véritable travail de réflexion. Vous traitez d'ailleurs dans ce livre deux phénomènes qui, selon vous, mettent en lumière un tabou au sein de la communauté musulmane de France, le célibat prolongé et la crise du mariage. Quel est le rapport avec ces attentats? Alors effectivement, au départ, il n'y a pas de rapport, effectivement. Et moi, c'est un peu la logique que j'ai dans mes derniers essais, c'est d'essayer de prendre différents sujets pour les traiter en même temps, parce que c'est compliqué de faire plusieurs ouvrages en même temps. On n'a pas le temps et j'essaie de les condenser. Il n'y a pas de lien direct, quoique, s'il n'y a pas de stabilité affective, familiale, auprès d'une partie, infime partie de la communauté musulmane française, des jeunes, par désespoir, par dépit, par délinquance, échec scolaire, déphasage familial, vont, du fait de cette exaspération... la crise économique et sociale. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a un cumul de facteurs sociaux, familiaux, identitaires et psychologiques qui vont se cumuler de sorte à ce que certains vont vouloir exorciser un petit peu leur frustration dans des départs vers des terres de djihad fantasmées comme la Syrie et l'Irak. Et c'est pour ça que si on résolve les questions de chômage, d'échec scolaire, de célibat, de mariage, on arrivera effectivement à un petit peu tirer la couverture sous le pied au terrorisme, à ce qui le nourrit. Nabil Enasri, spécialiste du Moyen-Orient, essayiste. Et maintenant, que fait-on? C'est le titre de votre ouvrage, Parce que nous n'avons plus le temps. C'est le sous-titre. Merci Nabil Enasri.